Mardi le 4 avril, le Sénégal fête ses 63 ans d'indépendance. À cette occasion, le président sénégalais Macky Sall s'est exprimé lundi soir à la télévision nationale dans un traditionnel discours à la nation. Un discours dans lequel il est notamment revenu sur les tensions politiques des dernières semaines. À ce sujet, le président sénégalais a appelé au dialogue et à la concertation pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale dans le pays. Parce que nous sommes une seule et même famille. Dans cet esprit, je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'état de droit et des institutions de la République pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Une main tendue par le président vers la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Coalition qui avait d'ailleurs décliné dans un communiqué publié dimanche l'invitation qui leur a été adressée pour le défilé civilo-militaire marquant la célébration de la fête de l'indépendance. La coalition portée par Ousmane Sonko attend un acte significatif pour l'apaisement de la tension politique et sociale que vit le Sénégal de la part de Macky Sall. À moins d'un an des élections présidentielles, le président Macky Sall maintient le flou. Il n'a pas eu un mot sur une éventuelle candidature à un troisième mandat qui serait anticonstitutionnel, selon les partis d'opposition. À quelques mois de la présidentielle au Gabon, Ali Bongo renoue avec ses partisans. Dimanche au Palais des Sports de Libreville, le parti au pouvoir a mobilisé ses troupes à l'occasion de son 55e anniversaire d'existence. En première ligne, le président du Gabon en personne, de blanc vêtu, comme plusieurs milliers de militants venus à la célébration. Vous faites du bien-être des populations gabonaises votre priorité. Le secrétariat exécutif communique chaque semaine avec les militants et les populations dans le cadre du rendez-vous du citoyen avec Ali Bongo Ondimba pour une mobilisation plus significative. Même s'il ne s'est pas encore déclaré candidat à sa propre succession, le président gabonais a toujours de la cote auprès des partisans de sa formation politique, le PDG. De nombreux chantiers réalisés au cours de son règne militent en sa faveur, selon les responsables du parti. Sur le plan social, des mesures courageuses ont été enregistrées, faisant du Gabon un modèle à suivre. Dans ce sens, nous pouvons noter l'évolution du statut de la femme, le programme de l'égalité des chances ou la réussite spectaculaire des prestations de la CNAMGES à l'endroit des populations gabonaises. Distingués camarades présidents, les citoyens de notre pays vous sont d'ores et déjà reconnaissants pour cette initiative fondée sur le patriotisme, le pragmatisme et la proximité. Le Parti démocratique gabonais, leader de la scène politique du pays depuis plus d'une cinquantaine d'années, maintient ses ambitions et ne compte rien lâcher. Ses militants, à quelques mois des élections présidentielles, ne demandent plus qu'une chose, que leur champion Ali Bongo se porte candidat. Avec 99,8% des voix, le président du Rwanda, Paul Kagame, a été réélu à la tête du parti au pouvoir. L'élection s'est tenue ce week-end à l'occasion du 35e congrès du Front patriotique rwandais. Une victoire saluée par ses partisans. Je suis très satisfait des élections, comment c'est passé, le résultat, surtout la réélection du président de la République et président du FPR, Paul Kagame, qui a été réélu à une très grande majorité, à 99,8%. C'est une très grande joie de savoir que nous avons un leader pour notre parti qui va nous diriger encore dans la prochaine mandature. Cette réélection intervient à quelques mois de la présidentielle prévue en août 2024 au Rwanda. Élection pour laquelle Paul Kagame ne s'est toujours pas exprimé. Le Front patriotique rwandais, lui, milite pour une candidature de l'actuel chef de l'État au pouvoir depuis 23 ans. J'espère qu'il va revenir pour le mandat prochain. En tout cas, c'est le souhait de beaucoup de Rwandais. Et voilà, j'espère que ça va se passer comme ça. J'ajouterais aussi que c'est apparemment le souhait aussi de beaucoup d'Africains, parce que nous avons reçu des délégations d'autres pays d'Afrique. Une première dans l'histoire de cette formation politique, la désignation d'une femme à la vice-présidence.
Le poste a été attribué à Consolé Ouimana en remplacement de Christophe Bazivamo, qui occupait la même fonction depuis plus de 2 décennies. Malade, absent, depuis quelques jours, les rumeurs autour de l'état de santé du président tunisien Kais Saied occupent l'opinion. Le président tunisien n'était plus apparu en public depuis le 22 mars dernier. Lundi, il a décidé de couper court à toute spéculation sur son état de santé. Le président s'est absenté 2 ou 3 jours. Il a attrapé froid et ça devient un problème. Une vacance du pouvoir, un vide, ces gens ne méritent que mépris. Les mots durs du président tunisien visent la principale coalition d'opposition en Tunisie. Le Front national tunisien s'était étonné de l'absence prolongée du président et de l'omerta autour de son état de santé. Les opposants avaient demandé des clarifications et exigé que la loi soit appliquée en cas de défaillance du président. Selon la loi qui a été établie par lui et pour lui, en cas de vacance du pouvoir à la présidence de la République, c'est au président de la Cour constitutionnelle de remplacer le chef de l'État jusqu'à l'organisation d'élections. Mais comme vous le savez tous, il y a un vide législatif sur ce point-là. La vidéo, publiée par la présidence tunisienne, n'a qu'un seul objectif, faire taire les rumeurs et éteindre toute velléité autour d'une éventuelle vacance du pouvoir. Dans la vidéo diffusée le 3 avril, Kais Saied a dénoncé sans les nommer des personnes qui tentent de créer des crises. Dakar cherche à identifier les dépouilles d'une vingtaine de Sénégalais noyés fin mars dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. Une mission sénégalaise s'est rendue à Sfax, point de départ de l'embarcation ayant fait naufrage, pour une mission d'identification des corps. Pour le moment, aucune des dépouilles repêchées ne correspond aux disparus sénégalais dans le naufrage survenu dans la nuit du 23 au 24 mars, au large de la Méditerranée. L'ambassade du Sénégal à Tunis compte rester en contact permanent avec les autorités tunisiennes et le Croissant Rouge pour suivre les opérations de repêchage et d'identification des victimes. Plusieurs dizaines de migrants sont morts dans une série de naufrages et d'autres sont portés disparus depuis le violent discours, le 21 février, du président Kais Saied sur les migrations clandestines. Des drones russes ont frappé ce mardi le port ukrainien d'Odessa, sur la mer Noire, et ont fait des dégâts. Yuri Kruk, le chef de l'administration militaire du district d'Odessa, a indiqué que les forces de défense aérienne de l'Ukraine sont à l'œuvre et a mis en garde contre la possibilité d'une deuxième vague d'attaques. Odessa était une destination de vacances privilégiée pour les Ukrainiens et les Russes avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Depuis le début du conflit, la ville a été bombardée à plusieurs reprises par les forces russes. En janvier, l'UNESCO a inscrit le centre historique d'Odessa sur la liste du patrimoine mondial en péril. Aux Pays-Bas, le déraillement d'un train de voyageurs a fait au moins 1 mort et 30 blessés, dont 19 graves. L'accident est survenu ce mardi à Voorschoten, entre La Haye et Amsterdam. Des ambulances ont été immédiatement envoyées sur place, ainsi qu'un hélicoptère de secours. Ce train à 2 étages qui transportait une soixantaine de voyageurs a déraillé vers 3h30, après avoir heurté des équipements de construction sur la voie. Le trafic sur cette ligne, qui dessert des villes comme Amsterdam, Bruxelles et Paris, a été interrompu et ne reprendra pas avant mardi après-midi. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête. L'ancien président américain Donald Trump est inculpé dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une star du porno. Une première dans l'histoire américaine qui fait de sa comparution devant le tribunal de New York un événement médiatique majeur. Les médias qui ont suivi son convoi depuis son arrivée à New York ont filmé et diffusé le périple en direct sur toutes les grandes chaînes de télévision américaines. Ce ne sont que des mensonges et de la foutaise. Alvin Bragg et tous ces démocrates, ils devraient être en prison. C'est là qu'ils sont à leur place. Ils ont ruiné ce pays. Ce pays est comme un navire en train de couler à cause d'eux. Les journalistes ont fait la queue pendant des heures pour obtenir une place dans la salle d'audience qui leur permettra de voir et entendre Donald Trump décliner son nom, son âge et sa profession, sans oublier la relevée d'empreintes digitales et la prise en photo. Un spectacle qui réjouira probablement l'ancien président, lui qui a toujours su se nourrir de la fascination médiatique. Je pense que cela commence à montrer qu'il y a des limites à ce que l'on peut faire. Et c'est plutôt bien de montrer que personne n'est au-dessus de la loi. Car Trump disait qu'il pourrait tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue et échapper à la justice. Donc c'est bien de confronter cet état d'esprit.
La comparution de Trump se déroulera de manière ordinaire. Il sera informé des charges retenues contre lui et devra répondre aux questions du juge. Il est peu probable qu'il soit incarcéré, mais il risque des amendes et des peines de prison s'il est reconnu coupable. S'il va en prison pour cette accusation absurde, c'en est fini de notre pays. Les États-Unis d'Amérique sont morts. On va juste tout emballer comme l'Union soviétique et c'est fini. On n'existe plus. C'est une absurdité, une parodie de justice. Cette comparution aura des conséquences sur la présidentielle de 2024. Trump est déjà en campagne et cette affaire pourrait affecter sa candidature. Elle pourrait également avoir un impact sur le Parti républicain qui se divise de plus en plus entre les partisans de l'ex-président et ceux qui cherchent à tourner la page. Mais attention, Donald Trump, qui mieux que personne sait manipuler certains médias, pourrait avec cette comparution se victimiser et renforcer son image de combattant contre l'établissement politique et judiciaire. Installée à Diofior, une petite localité de près de 20 000 habitants située au centre du Sénégal, Amélie Gigot-Diaz dirige les enfants de la maison d'Awa, une association qui ouvre chaque année ses portes à 30 petits-enfants pour leur initiation à l'école. Toutes les écoles au Sénégal, en tout cas dans notre région, sont brillantes, sauf nous qui proposons une scolarité gratuite du coup pour tous les enfants qui viennent s'inscrire. Après, nous avons deux critères principaux. Il faut que ça soit des enfants d'une famille très nombreuse et aussi très démunis avec peu de personnes qui travaillent au sein de la maison. Elle accueille périodiquement des bénévoles venus de la France ou d'autres pays d'Europe qui voudraient mettre leur disponibilité au service des communautés rurales. Donc j'ai décidé de faire du bénévolat parce que je suis très attachée aux enfants et donc j'ai découvert l'Afrique, j'en suis tombée amoureuse et le Sénégal est ma deuxième patrie et maintenant je suis aussi retraitée donc j'ai beaucoup plus de temps devant moi, donc je fais du bénévolat au Sénégal mais également au Luxembourg avec des enfants en situation de handicap. J'avais envie de donner de moi-même et de me sentir utile pour un projet. J'ai toujours eu envie de travailler pour une association et donc c'était une bonne idée, la bonne période pour faire ça cette année. Avec un modèle de financement participatif et bénévole, l'association Les Enfants de la Maison d'Awa fournit également des soins de santé aux habitants de Diofior afin de désengorger le centre de santé du village. Nous proposons des soins gratuits tous les matins pendant une demi-heure pour les habitants et les enfants du village. Que ce soit à la bibliothèque, comme vous avez pu voir tout à l'heure, ou ici au niveau de l'infirmerie, et tous les vêtements qui sont derrière sont des dons de bénévoles qui viennent tout au long de l'année, puisque l'école est en autofinancement, c'est-à-dire que grâce aux bénévoles qui proposent une aide financière et aussi matérielle du coup, nous pouvons faire fonctionner l'école. Créée en 2009 par Isabelle Gourdin, une ressortissante française surnommée Awa, cette association est de plus en plus sollicitée par les communautés locales, mais au regard des ressources disponibles, elle ne peut satisfaire toutes les demandes.